Une pluie d'une puissance incomparable sévissait alors sur les villes, précédant de peu le crépuscule, et s'étirant jusque dans l'après-midi du jour suivant sans perdre de sa force. Il était, à l'instant, 15 heures. Et tout le monde était terrorisé. Tout avait commencé dans la nuit, et aux premières heures du matin, les citadins découvrirent la surprise du siècle. Le ciel était recouvert d'épais nuages gris foncé, à travers lesquels la moindre parcelle d'azur ou de soleil demeurait invisible. Les torrents se déversaient des cieux jusque dans les villes, sur les immeubles, sur les routes, sur les rues, aux abords desquels ils formaient d'immenses flaques se déversant dans des égouts déjà pleins à ras-bord, depuis le matin, de déversements pluviaux. Hormis une humidité de glace et ses fortes averses, la température n'était pas anormale pour ce mois de juin. Aucun vent glacial, bousculant tout sur son passage, n'accompagnait la pluie. Nombreux furent les travailleurs à avoir été sérieusement indisposés par la pluie au moment de quitter la maison pour le boulot. Ceux qui s'y rendirent à pied étaient détrempés en l'espace de 2 minutes s'ils ne s'étaient guère protégés d'un parapluie. Et ceux qui nécessitaient les transports en commun avaient vite déchanté. Encore une fois, puis pestés, impuissants devant le retard et l'absence de dizaines d'autobus à travers la ville. Ceux qui y étaient allés en voiture peinaient à voir au-delà d'un pare-brise mitraillé par la pluie, forcés à vainement activer à la plus haute vitesse leurs essuie-glaces pour pallier le désagrément. Malheureusement, la ville prisonnière du déluge arborait également une espèce de brouillard faible, indiscernable à travers la forte pluie qui renforçait l'impossibilité d'y voir quelque chose pour la vue humaine. Guillaume Fréchette faisait néanmoins partie des heureux élus, les chanceux ayant pu se rendre au bureau à travers cette tempête sortie de nulle part. Nombre de ses collègues, plus de la moitié, avaient été contraints de s'absenter. Certains, rares, furent néanmoins en mesure de travailler depuis la maison, mais la majorité d'entre eux ne purent que s'adonner à leurs loisirs, avec plus ou moins de culpabilité. Un bien personnel dans un mal météorologique. René Bellil, patron de cette succursale, pestait contre la température, invectivait la météo de ne pas s'être gourée comme elle le faisait si souvent, maudissait Dame Nature, alors que la cause du déluge n'avait rien à voir avec cette figure populaire. Et il passait le plus clair de ses quelques heures au téléphone à prendre les appels à la place de la réceptionniste et des 3 secrétaires de la boîte, n'ayant toutes guère pu se pointer au bureau en raison de la température et du fait qu'elle comptait sur les autobus absents pour venir travailler. Par ailleurs, 2 d'entre elles durent demeurer chez elles, sans tenter le périple de se déplacer jusqu'au bureau pour garder leurs jeunes enfants. Plusieurs écoles, non dérangées de prime abord par la puissante averse, avaient été contraintes, en raison de l'absence due à la température ingrate de nombreux membres du personnel, d'annoncer, fort tardivement, leur fermeture pour la journée. Plusieurs parents, à travers le pays, le phénomène ne s'étant pas cantonné à un lopin de ville, avaient dû rester à la maison, puisqu'il leur était impossible de trouver une gardienne en 30 minutes pour faire garder les petits, pas plus qu'ils ne pouvaient se permettre de les amener au bureau. C'était une bien mauvaise journée pour la sphère professionnelle. Après l'heure du dîner, tous ceux qui en étaient en mesure poursuivaient leur travail. Vu la faible circulation sur l'étage, et dans tout l'immeuble d'ailleurs, dû aux nombreux absents au sein du personnel, Marc-André Thibault, un employé de bureau, avait pris sur lui d'allumer une petite radio, récupérée dans un placard servant de débarras pour leur succursale, qu'il déposa sur sa table dans son cubicule. Son bruit, d'abord troublé par les interférences, puis ses voix vinrent s'ajouter au tintamarre de la pluie qui martelait violemment les vitres. L'homme avait réglé l'appareil à la chaîne des nouvelles en tout genre. Vu la situation unique, jamais vue jusqu'alors, la chaîne commentait plus qu'habituellement et plus qu'autre chose la météo. Les météorologistes ne s'expliquaient point le phénomène, pas plus qu'ils ne comprenaient le fait qu'il n'était, disait-on, pas exclusif à un pays. Ce n'était pas même une averse continentale. C'était une anomalie mondiale. Tous les pays du globe étaient touchés par des pluies plus ou moins intenses, tout dépendamment de leur capacité géographique et naturelle à voir pleuvoir ainsi sur leur sol. Son cubicule étant relativement proche de celui de son collègue pourvu de la radio, Guillaume tendait l'oreille tout en s'affairant à ses tâches.
C'était un mercredi. Ils songeaient déjà à ne pas rentrer le lendemain, si la chose pluvieuse persistait. Comme plusieurs au bureau, au boulot, à la maison ou à l'école, ici ou ailleurs. À 13h30, des journalistes, les plus téméraires comme les plus contraints dépêchés sur les lieux, annonçaient une conséquence alarmante. La situation présentée par la radio, le personnel intéressé ou interpellé n'en loupa aucun mot. Les lignes du métro montréalais étaient officiellement fermées pour une durée indéterminée pour cause d'inondation. En effet, la ligne orange était nouvellement inondée, et comme elle serpentait toutes les autres lignes, on avait préféré fermer le réseau souterrain tout entier jusqu'à nouvel ordre, pour éviter des drames inutiles. Certaines stations débordaient même d'eau jusqu'au niveau de la rue, alarmant les quelques passants courageux à oser encore courailler dans les rues. Pour l'instant, on avait évacué et on réfléchissait encore à envoyer une équipe bien équipée de combinaisons de plongée pour examiner l'état des souterrains et vérifier s'il y avait quelques personnes à secourir ou quelques corps à tirer des entrailles submergées de la ville. On ignorait présentement, donc, s'il y avait des blessés ou des morts. Mais ce point fut occulté par les médias, laissant grand soin involontaire à la populace préoccupée de spéculer sur la chose autant qu'elle et son imagination débridée le désireraient. Guillaume et ses collègues travaillaient en plein centre-ville, au 10e étage d'une tour qui en comptait 15. D'ordinaire, personne ne s'attardait aux fenêtres, exception faite du laveur de vitres. Or, l'annonce de la fermeture des lignes de métro exacerba chez tout un chacun le besoin d'observer l'état général de la situation. Seulement, rien ne leur était discernable depuis une telle hauteur et avec toute cette pluie qui venait se buter sous leurs yeux et leur barrer la vue. Les employés retournèrent à leurs ordinateurs de travail, une boule au ventre. Pour les uns, c'était préoccupant. Pour les autres, c'était inquiétant. Et dehors, le déluge ne semblait pas avoir perdu de son intensité. Certains se mirent à redouter ne pas être capables de quitter le bureau après le travail. Certains parents d'enfants dont l'école était demeurée ouverte ou parents d'adolescents assez vieux pour s'occuper d'eux-mêmes pendant quelques heures, craignaient ne pas être capables de rentrer à temps pour s'occuper de la progéniture. Entre collègues, certaines offres de voyage en voiture jusqu'à la maison, en passant par l'école si nécessaire, furent offertes de bon cœur par les quelques motorisés de la boîte et remerciées à l'avance avec une gratitude sincère. Les informations publiques soulignèrent également une augmentation de quelques millimètres du niveau d'eau des fleuves, contre plusieurs centimètres pour des lacs de moyenne et petite taille. C'était prévisible au vu du déluge. À 14h, la radio, qui ne chômait pas, contrairement à certains néons qui crépitaient, s'éteignait pour ensuite se rallumer dans la même seconde, rapporta des glissements de terrain en campagne. On voulut initialement les imputer à la forte pluie ayant causé le ramollissement des terres, mais certains se refusaient à sauter tout de suite à des conclusions si hâtives et faciles. À 14h20, l'on put entendre M. Bellil cracher un juron bien senti dans son bureau. La ligne de téléphone de la boîte venait de couper. Il était alors en plein milieu d'un important échange avec l'un de ses principaux actionnaires. Il intima aux employés de prendre leur téléphone fixe, se répétant qu'il avait certainement accroché un bouton sur le socle de l'appareil, alors pourtant qu'il s'en tenait aussi loin que le lui permettait le fil frisé le joignant au combiné. Quelques employés décrochèrent leur téléphone de bureau, pour n'entendre qu'une tonalité ininterrompue. Le patron jura et s'enferma dans son bureau, résigné à téléphoner à l'homme depuis sa ligne personnelle, en espérant qu'il décroche. À 14h30, la pluie faisait toujours rage à l'extérieur, et la moitié des lumières de l'étage étaient mortes. Par-dessus le marché, la radio voyait son réseau de plus en plus parasité par d'indescriptibles bruits troubles, empêchant la correcte compréhension de nombreux mots. À 14h35, la radio les lâcha, définitivement. Marc-André tenta tant bien que mal de récupérer la fréquence, que ce soit en jouant avec les différents boutons ou en débranchant puis en rebranchant l'appareil, sans succès. À 14h40, le réseau Wi-Fi de l'entreprise coupa. Ceux qui n'avaient pas sauvegardé leur travail et qui requéraient un réseau continuellement fonctionnel perdirent leur progression. Quelques jurons se perdirent dans les locaux. S'ensuivit des lumières au plafond, qui brûlèrent. Suivi de tout le réseau électrique de l'immeuble, pas uniquement de leur étage. Par chance, les grandes vitres faisant office de murs à de nombreux endroits de l'étage offraient un éclairage gris acceptable dans pareilles circonstances. S'éclairant de la fonction lampe-torche de leur téléphone cellulaire, 3 employés, dont Guillaume, allèrent dans la conciergerie où était installé le disjoncteur pour cet étage.
Toutefois, jouer avec ces différents interrupteurs n'arrangea rien. À 14h45, un cri de terreur suivi d'exclamations de panique, accompagné de voix diverses, retentit depuis les cubicules. Le trio quitta la conciergerie et revint en vitesse vers les bureaux de travail. Une femme pleurait. De nombreux employés paniquaient à haute voix, se parlaient à eux-mêmes ou aux autres sans être écoutés. L'employée enlarmée était incontrôlable. Elle sanglotait, babillait et gesticulait dans tous les sens. Les nouveaux venus n'osaient placer un mot, et ils ne savaient point que dire, de toute manière. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Guillaume. Ses deux comparses demeuraient silencieux, pris de court. « On va crever, esti » beugla la femme entre ses larmes. L'incompréhension se lut sur les traits de l'employé de bureau l'ayant questionné. Un masque d'inquiétude s'y ajouta. « Les rues sont inondées », dit simplement un collègue visiblement nerveux. La mâchoire de Guillaume se décrocha. Pour ajouter au cauchemar des mots l'abomination de l'image brute, capturée de la plus pure et nette authentique des façons à la caméra verticale, cellulaire à la main, un collègue lui montra une vidéo présentée sur tous les médias numériques, à laquelle il avait pu accéder grâce à ses données mobiles. La vidéo filmait, non sans tremblotement, une portion du centre-ville dont les rues et trottoirs étaient gravement inondés. L'eau, trop peu mouvementée pour un tel phénomène, avait atteint une hauteur supérieure au sol de près de 3 mètres. L'information décrivait la terrifiante inondation comme étant un phénomène rapporté même à l'international. C'était un véritable cauchemar. C'était l'enfer sur Terre. Et ce n'était que le prologue de la fin des temps et du début d'une nouvelle ère. À 14h55, l'immeuble, comme les autres édifices, les rues immergées et les villes adjacentes, fut parcouru de secousses, comme saisi d'un tremblement s'abattant à même ses fondations. Aucune bâtisse ne s'écroula, puisque le tremblement ne provenait pas du sol lui-même. Il résultait de la mouvance de quelque chose s'éveillant à même les entrailles de la terre. D'ailleurs, le tremblement avait davantage l'allure d'un grondement. Un hurlement sourd, un râle étouffé par des couches de pierre, de terre, des souterrains et des étages d'infrastructures, et par une enveloppe aquatique qui muselait tout mugissement organique. À 15h, Guillaume et quelques collègues étaient dans le vaste bureau de leur supérieur. D'autres collègues étaient demeurés près des cubicules, ou avaient changé d'étage pour gagner en hauteur, voire avaient atteint le toit de l'immeuble dans l'espoir qu'un hélicoptère vienne les secourir. Ils tentaient, par tous les moyens technologiques possibles et concevables, de contacter des secours. Or, Internet était mort et le réseau téléphonique était hors d'usage. Leur téléphone portable n'était plus d'aucune utilité pratique dans pareil calvaire. Dehors, le ciel était toujours de ce même gris sombre et épais. Un rugissement glaçant se fit entendre. L'on voulut croire qu'il s'agissait d'un tremblement, mais il fut si clair et abominable qu'il était impossible de se méprendre. Il s'agissait d'un rugissement, d'un hurlement provenant d'un organisme vivant enragé et non d'un bruissement tonitruant résultant de l'entrechoquement des éléments dû à un phénomène naturel. Le monstrueux cri était inimaginable, de source inconnue de l'homme, inassociable à la moindre espèce animale répertoriée. Le groupe d'hommes était blême de terreur. Ils pouvaient sentir le refroidissement du sang dans leurs veines, lorsqu'ils entendirent très distinctement et éprouvèrent jusque dans leurs os la nouvelle série de tremblements qui s'ensuivit, plus violente et puissante encore. Les objets sur le bureau du patron tremblaient. Certains en tombèrent sous les vibrations. Au loin, l'on put entendre quelques édifices s'effondrer. Le fracas de l'atterrissage des morceaux d'infrastructure fut partiellement réduit par la distance. D'abord, et par le fait qu'ils chutaient et atterrissaient dans une mer d'eau, maintenant violente et de 4 mètres de haut depuis le niveau de la rue, s'étant forcé un bassin sur la terre des hommes. Le boucan demeurait terriblement audible et glaçant. Un tapage se fit sourdement entendre au-dessus de leur tête, et plusieurs hurlements de peur bleue et cris de folie furent émis parmi les employés restés près des vitres et des cubicules. Alarmé, Guillaume sortit du bureau de son patron. Il vit Bruno Morin, le comptable de la succursale, qui était en train de s'attaquer le poignet gauche à grands coups de stylo bleu. Il frappait et frappait et frappait. Ses coups étaient imprécis, bien que ciblés. Difficilement, il perçait son épiderme, puis il broyait sa chair, sans parvenir à poignarder aussi profondément qu'il semblait le vouloir. De nombreux traits bleus à son poignet et sur son avant-bras témoignaient d'échecs de ses subites tentatives de mutilation suicidaire.
Dans sa vision périphérique, il vit quelques collègues, près des fenêtres, qui se roulaient par terre. Détournant sans réfléchir les yeux vers eux, il vit un homme littéralement exorbité, le visage ensanglanté et aux mains maculées de sang. Il s'était arraché les globes oculaires de ses propres mains et gisait par terre. Il ne bougeait plus. À 2 mètres de lui, un collègue, une fourchette à la main, martelait de coups la trachée d'une femme immobile. Il l'avait poignardée à la gorge à répétition, avec l'ustensile maculé d'écarlate. Le carnage lui fit monter l'eau aux yeux. Lorsqu'il reporta les yeux vers le comptable qui œuvrait à son propre suicide d'une manière qui promettait moult douleurs pour un succès probablement nul, il put distinguer, par le sang qui recouvrait la surface de son avant-bras et s'égouttait à ses pieds ainsi que les amas de chair massacrés pendouillant hors de la plaie, il était parvenu à suffisamment creuser dans sa chair. Il n'avait plus le stylo en main, et désormais, il creusait dans sa plaie et se torturait davantage encore de ses ongles, arrachant chair, muscles et nerfs, grattant l'os. Nonobstant l'affreuse douleur devant sans doute résulter d'une terrible boucherie auto-affligée, le comptable poursuivait son entreprise sanglante, avant de mordre à pleines dents dans sa plaie, à quelques reprises, s'arrachant à chaque fois un morceau de chair. Il finit par s'effondrer. Durant cette scène de barbarie, de nombreux tremblements d'une ampleur effrayante s'étaient réverbérés dans le sol. Blanc comme un drap, Guillaume assistait à ce sordide spectacle. La voix de son patron dans son dos l'appelait sans qu'il ne puisse l'entendre. Ses collègues de même essayaient de l'interpeller. Un nouveau rugissement guttural fit taire tout le monde, et arracha Guillaume à sa tétanie. Une ombre passa vitement sur l'édifice à bureaux, le plongeant l'instant d'une terrifiante seconde dans une noirceur de charbon. L'employé, comme médusé, fit quelques pas vers l'avant, en direction du corps mutilé du comptable gisant dans une flaque grandissante de son propre sang, se déversant lentement de son poignet charcuté. Un haut-le-cœur saisit Guillaume lorsque les effluves, certes discrets, du sang et de la chair lui montèrent au nez. Il contourna prudemment le corps et s'arrêta devant la fenêtre. Dur à croire, dur à concevoir, mais la pluie semblait avoir gagné en force de frappe. Elle s'abattait désormais violemment contre les vitres. Toujours reclus dans le bureau du patron, n'osant en traverser le cadrage de porte, ses collègues le hélaient. Entendre 2 fois ce puissant et anormal râle viscéral n'était pas un hasard. Au dehors, de nombreux cris d'abjecte terreur étaient audibles. Ils étaient si puissants, ou si nombreux, que même avec 10 étages de distance, des vitres, une inondation cauchemardesque aux vagues brutales et une averse tonitruante, les cris pouvaient être entendus, quoique vaguement, bien qu'ils ne fassent aucun doute quant à leur nature. Tentant de percer la pluie du regard pour voir quelque chose au pied des immeubles, tentant d'apercevoir des survivants dans les eaux, ils ne voyaient que la pluie et l'ombre des immeubles ainsi que des décombres de nombre d'entre eux. Un tremblement secoua le plancher, suivi d'un autre. Une ombre colossale fouetta à toute vitesse l'immeuble faisant face à celui où il travaillait depuis les dernières années, le faux champ. Guillaume figea. Derrière lui, ses collègues entendirent le fracas, virent certainement l'ombre percuter la structure voisine et se turent aussitôt. L'effondrement de l'immeuble, en plus de faire trembler le leur, libéra la vue de Guillaume. Et c'est là qu'il vit la chose. Ce n'était qu'une ombre gigantesque. Mais lorsque la bête fit un pas la rapprochant de l'immeuble, son anatomie se précisa quelque peu, même à travers la brume épaisse et la pluie abondante. Et c'est à cet instant que la santé mentale de Guillaume flancha, et se rompit permanemment. La créature était gigantesque. Son aspect était monstrueux. La chose était vraisemblablement dotée d'une gigantesque paire d'ailes, comparable à celle que l'homme prêta au dragon. C'était d'ailleurs l'une d'entre elles qui avait renversé l'immeuble d'en face. Depuis sa position, Guillaume était dans l'incapacité complète de discerner la tête de la chose, si tant est qu'elle ait une tête. Mais depuis sa position, il pouvait voir un amas de longues et épaisses tiges, similaires à des serpents ou à des tentacules, se tortiller dans tous les sens, au sommet de ce corps massif, dont presque la totalité de la supposée tête était hors de son champ de vision à cause du plafond au-dessus de lui, limitant son angle de vue, à cause de quoi il était impossible d'évaluer la composition de sa tête, outre ses tentacules gesticulateurs. Mais l'aspect répugnant de ce corps inadmissible était largement suffisant pour conduire tout homme sain à la psychose. Et c'est bien la nature du corps du monstre qui dagua tout espoir de préserver la santé mentale de cet énième témoin de l'abomination.
de l'effondrement des civilisations. Son corps était une monstruosité contre nature. Le corps de la créature était une masse indescriptible. Sa constitution défiait, bafouait et violait toutes les règles de l'anatomie connue, établies et imaginables de l'homme et de son univers. Cette chose n'était qu'anomalie génétique par-dessus anomalie génétique. Pour un esprit rationnel, cette bête poussait à croire aux contes de fées, aux croque-mitaines. Le monstre ne pouvait qu'émerger d'une autre dimension, d'un univers parallèle ou de quelque lointaine galaxie, n'ayant rien à voir avec le monde de l'homme. Le monstre était un amalgame de difformités physiques, de traits effroyables, de membres indicibles, amalgamés les uns aux autres, formant un corps hideux, à la constitution anatomiquement impossible, à l'aspect effroyablement impensable, dont la seule vue menait tout droit aux portes de la folie. Ni une ni deux, Guillaume, les yeux secs, entièrement dénués de larmes, se mit à hurler et marteler de coups de poing la vitre. Il criait, gueulait, mugissait. Le verre se fissura sous ses coups, puis se craquela, se lézarda. Derrière lui, ses collègues et son patron s'entretuaient déjà, rendus complètement déments. Après quelques dizaines de coups, Guillaume finit par briser la vitre. Le vent, dû à la hauteur de sa position, le happa, fit battre ses vêtements. L'insignifiant homme maintint sans difficulté son équilibre. Le monstre rugit de nouveau. La vitre ne faisant plus obstruction entre son hurlement et ses oreilles, sans compter la proximité augmentée de la bête avec lui et l'immeuble, le cri lui fit fermer les yeux. Du sang s'écoula de ses oreilles. L'homme se jeta d'un bond par la fenêtre fracassée, déchirant au passage ses vêtements sur les fragments acérés qui demeuraient de cette paroi de verre. Il atterrit dans la flotte glaciale. L'érosion du vieux monde préparait le terrain pour le nouveau monde et le nouveau peuple. La nouvelle ère s'enclenchait.